La médiathèque L'Albatros vous propose l'envers du décor, le rendez-vous histoire d'Emmanuel. Donc, une fois que la France est défaite, c'est Vichy qui a le pouvoir. Et est-ce qu'on peut dire que Vichy n'a fait que prolonger ou aggraver la tendance amorcée dans les années 30 ? Aggravé, clairement. Après, ça s'est pas fait de manière linéaire. Et puis, petite bémol, il faut aussi comprendre qu'avant même Vichy, il y a la déclaration de la guerre. Et pendant la déclaration de la guerre, l'internement change, puisqu'on passe de la catégorie d'indésirable à la catégorie d'ennemi. L'internement qui a lieu à partir de septembre 1939 sera un internement qui va concerner tous les ressortissants ennemis. Or, parmi les indésirables, il y a beaucoup d'Allemands, qui sont donc des ennemis. Comme le titre d'un ouvrage de réfugiés, c'est « Boche ici, juif là-bas ». C'est-à-dire qu'on n'a jamais la bonne identité, ce que disent les réfugiés. Et donc, des gens qui étaient considérés comme indésirables et qui ont pu être menacés d'internement vont être de fait internés en tant que ressortissants ennemis. Alors même qu'ils voulaient se battre contre Hitler. Mais échapper puis se battre contre Hitler. Certains étaient antifascistes et voulaient se battre. Après, il y avait les communistes, je suppose, dans les Allemands. Bien sûr, beaucoup. Déjà, on a arrêté beaucoup de communistes français ou qui se sont enfuis aussi au moment de la déclaration, je pense, de guerre. Alors, les communistes allemands ont été par exemple visés avant, à cause du pacte germano-soviétique, qui a été central. Ça a changé, c'est pour ça. Et les Allemands, dans leur ensemble, les réfugiés allemands, politiquement, c'est un spectre qui est plutôt à gauche, mais on trouve aussi, notamment des monarchistes autrichiens. D'accord. On trouve des catholiques, on trouve des syndicalistes qui sont plutôt progressistes, mais pas forcément très à gauche, tous. On trouve des personnes très à gauche, mais pas encartées. Il y avait tout le mouvement spartakiste qui n'est pas allé entièrement dans le Parti communiste allemand. Donc il y a toutes les nuances, je dirais, de gauche qui se retrouvent, et au-delà, dans l'exil en France. Et quelques opposants à Hitler, le DSA, voilà. C'était un très petit nombre de personnes. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ces personnes vont être internées en tant que ressortissants ennemis. L'armée française va les cribler et va quand même finir par en relâcher certains qui vont pouvoir s'engager comme prestataires, certains d'autres dans la Légion étrangère, et d'autres vont rester internés. Léon Feuchtanger va être interné au Mille, par exemple. C'est assez connu. Max Ernst, le peintre, va être interné au Mille. Les femmes ne sont pas concernées, à l'exception des femmes communistes qui vont être internées à Rio Cross. Je pense qu'être une femme communiste, c'est une forme de troisième genre. On sort du genre féminin dans ce cas-là. Et puis, ce qui va se passer, c'est que sous Vichy, alors les femmes allemandes vont être concernées par cet internement en mai 40, mais seulement un petit nombre vont être arrêtés puisque y a l'arrivée de l'armée allemande qui va mettre fin à tout ça. Sous Vichy, ce qui va se passer, c'est que les camps vont être repris par les autorités civiles. On était sur un internement militaire. Et l'internement militaire, et c'est là encore il faut être très précis, n'a pas le même but que l'internement civil. Je vous avais dit, les indésirables ont été internés parce qu'on n'a pas pu les expulser. Pendant la drôle de guerre, on les a internés pour les neutraliser. Donc, dans un premier temps, pour les éliminer, ensuite pour les neutraliser. C'est pas la même chose. Quand, par exemple, cas concret, quand un réfugié allemand à Marseille a enfin réussi à trouver un visa pour partir aux États-Unis, les autorités de la préfecture vont être ravies de le voir partir. Ils préfèrent voir partir quelqu'un que de l'avoir dans un camp. Ça coûte cher. Puisque de toute façon, l'internement est un palliatif à une expulsion. Alors que les autorités militaires ne veulent pas le laisser partir. Il pourrait revenir derrière les lignes et devenir un soldat ennemi. Donc, on voit bien que la logique n'est pas la même. C'est la même chose. Faire attention aux fétiches du camp. C'est la même chose, ça ressemble, mais en fait, c'est pas la même logique institutionnelle derrière. Et sous Vichy, l'internement va reprendre, mais avec une logique civile, d'indésirabilité. Mais en ayant créé, et je reviens, c'est là où je refais le lien, avec le statut des juifs étrangers, qui prévoit l'internement des juifs étrangers, qui deviennent, de fait, c'est une reprise de la catégorie d'étrangers indésirables. C'est une espèce de super indésirabilité. Et de fait, sur Marseille, pour parler des premières années de Vichy, revenir à votre première question, si on peut y revenir, enfin, on observe, et je ne suis pas la seule historienne à l'observer, les persécutions contre les juifs étrangers. Et je parle des juifs étrangers qui viennent d'arriver. Je ne parle pas des juifs étrangers installés de longue date. Il y en a à Marseille, de Salonique, etc., etc. Les juifs étrangers arrivés de fraîche date, dans les années 30, vont être persécutés par les services des étrangers.
pas par les services spéciaux juifs qui mettent du temps à s'installer. De toute façon, il y a une logique institutionnelle qui veut que la police aux questions juives, etc., ils mettent du temps à se mettre en place. Qui va interner sur Marseille les juifs étrangers? C'est le service des étrangers. Qui est, lui, en place depuis bien plus longtemps, qui a des listes, etc. Qui a la maîtrise des fichiers, du savoir-faire, des fameux techniques, fichiers, etc. Alors, les fameux fichiers. Les fichiers, c'est un peu un fantasme de la police et de l'administration, puisque c'est des populations assez mobiles. Et de fait, ce qui va assurer une forme d'efficacité dans le saisissement de ces populations, ça va être les rafles, beaucoup plus que les fichiers, qui, en fait, ne permettent pas de couvrir de façon totalitaire la population. D'accord. Voilà. L'efficacité, il y a plein de fois où les gens ne sont plus là, en fait, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, le régime de Vichy, on a l'impression qu'il a devancé ou profité, je ne sais pas comment on peut le dire, des demandes allemandes pour se débarrasser, entre guillemets, des indésirables? Oui, c'est ça. C'est un peu ma thèse, en tout cas, de montrer qu'effectivement, en revenant sur juin 1942, donc la rencontre Heydrich-Bousquet au printemps 42 à Paris, qui va signer le début de la déportation des juifs étrangers de zone sud, et de fait pas que les juifs étrangers, puisque les enfants français seront déportés, mais même des juifs français adultes vont de fait faire les frais de ces politiques. Mais le plan d'origine, c'est bien de déporter les juifs étrangers de zone sud. Effectivement, on peut tout à fait être analysé sur une période longue du fait de cette volonté de se débarrasser des indésirables, et donc des juifs étrangers qui sont ces super indésirables. Et effectivement, les nazis offrent un débouché extraordinaire à ce funeste plan. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque je me suis beaucoup intéressée au personnel de la préfecture, et notamment à un personnage en particulier qui est l'intendant de police de Marseille, Rodelec du Porzic, qui va être notamment responsable de la déportation et de la séparation des familles au camp des Milles en août 42. Donc cette scène absolument horrible où on envoie vers la mort des familles, mais en séparant les parents et les enfants. Où les gens savent que c'est la dernière fois qu'ils voient leurs enfants et inversement. Avec des suicides, une scène qui a d'ailleurs retourné l'opinion marseillaise très clairement, y compris au sein des hauts fonctionnaires de la préfecture. Et j'ai eu accès, en essayant de retrouver des témoins de la préfecture de cette époque, aux enfants d'un haut responsable, M. Zatara, qui était adolescent à l'époque et qui ont pu assister au dîner de la préfecture et qui ont vu leur mère s'indigner contre M. Rodelec du Porzic lors de ce dîner, où elle s'indignait de ces scènes, et il a répondu. Et je trouve que ça illustre très bien. « Ah, écoutez, madame, nous leur avions dit de partir à l'ouest, c'est-à-dire d'émigrer aux États-Unis. Ils ne nous ont pas écoutés, et bien maintenant, ils vont à l'est. » C'est-à-dire que pour lui, peu importe que les gens émigrent aux États-Unis ou qu'ils se fassent déporter dans les camps de la mort vers l'est. Peu importe les moyens, pourvu qu'on ne les ait plus chez nous. En gros, c'est ça. Et cette phrase est très parlante, mais je la retrouve sous le langage administratif, qui est un peu moins parlant, un peu plus froid, mais qu'on retrouve, où on voit cette logique de, finalement, cette décision de l'initiative française de la déportation des Juifs de zone sud. Est-ce que ce n'est pas, je pense, la continuité de cette dynamique globale qu'on a vu se déployer sur 10 ans? Ouais. Voilà, clairement. Et ça a eu lieu juste avant les rafles du Veldiv, dans le sud. Les rafles, ou c'était juste après, je ne me rappelle plus. Non, c'est août 42. C'est août, donc c'est juste après. C'est juste après. Et comment dire, les rafles du Veldiv, ça n'a pas eu d'écho dans le sud ou alors à l'époque on ne savait pas trop. Peut-être. En tout cas, je n'ai pas retrouvé. Sans doute. Ouais. Je pense par l'après. Je n'ai pas du tout étudié cette question, donc peut-être. Je ne vais pas m'avancer sur quelque chose où. Des fois que ça aurait alerté, mais après, bon, à l'époque, il n'y avait pas de. Les gens sont dans des camps. Les gens sont internés. Alors, bien sûr, ils sont internés dans des lieux qui sont mal gardés. C'est-à-dire qu'il est facile de s'échapper. L'hôtel Bompard, où sont internées les femmes, c'est un hôtel dans la ville. Elles peuvent sortir la journée, mais pour aller où? Avec quel papier? Oui, après, c'est elles ça, peuvent pas travailler, elles n'ont rien. Voilà, on n'imagine pas que les gens. Voilà. Donc alors il y a quand même certaines qui s'échappent. Les plus politiques s'échappent. Il y a marqué évasion sur les fiches. Clairement, on retrouve des choses. Mais la plupart des gens ne bougent pas.
Pas parce qu'ils se sont laissés aller à l'abattoir comme des moutons Non, du tout, pas du tout. Mais parce qu'il y avait... C'est ce qu'on a tendance à croire, mais Non, bon, pas ils n'avaient pas, pas C'était de perspectives autres, c'était très difficile. C'est ça, et c'est le moment de 42, d'ailleurs, où on voit une partie de l'administration, je pense à M. Zattara, qui était un croix de feu, donc quelqu'un situé très à droite sur l'échiquier politique, qui avait une jambe de bois de la Première Guerre mondiale et qui va très anti-Pétain et qui va s'engager dans la résistance et surtout, à partir de ces épisodes-là, va essayer de sauver ceux-là même que lui-même... Enfin, il était responsable de la première division de police, donc c'est lui qui était responsable du camp d'internement. D'accord. Donc avec des choses très complexes, mais on voit clairement qu'il y a une opposition entre lui et l'intendant de police, par exemple. Ma thèse, c'est de dire que indésirables, ce sont les personnes qu'on va chercher à éliminer physiquement. Souvent par l'expulsion, par le refoulement, des fois par la tracasserie administrative, en quelques rares cas, jusqu'au génocide. Comme ça a été le cas dans le fait non pas de faire mourir directement, mais de laisser mourir. La France a laissé mourir les gens sous Vichy, clairement. C'est-à-dire que la mise à mort n'a pas été actée sur le sol français par les autorités françaises, mais on les a poussés. Clairement. Voilà. Et c'est là où, même si on voit des continuités, il ne faut pas quand même confondre les différentes étapes. Et d'ailleurs, M. Zattara lui-même et une partie de l'administration sont rentrés en résistance à partir de là, de façon plus marquée encore, parce qu'ils se sont opposés à la phase létale de ces logiques d'élimination. Tant qu'on était dans de l'internement, où il y a eu des morts aussi. Les conditions étaient pénibles. Étaient terribles. Mais ce n'était pas une volonté directe. Il y avait une forme d'accord et de consensus. Quand on est passé à la phase de mise à mort directe, là, il y a une opposition, clairement. Donc, même s'il y a une continuité, effectivement, il y a une différence qualitative majeure. Voilà. On peut, et je me permets d'élargir cette question du laisser mourir et de cette logique éliminatrice qui ne s'arrête pas à Vichy et au régime totalitaire ou fascisant, voire fasciste. C'est une logique qu'on retrouve sur le long terme. Et aujourd'hui, c'est mon projet de recherche. Aujourd'hui, je m'intéresse à l'histoire longue de ce terme indésirable, puisque c'est un mot qui apparaît aux États-Unis d'abord en 1875 et en 1882 autour de 2 législations visant à empêcher les Chinois d'être sur le territoire américain au moment de la colonisation massive du territoire, dans des enjeux de concurrence économique. Donc le Chinese Exclusion Act, principalement de 1882, on le retrouve aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans plusieurs actes législatifs aussi, contre les Chinois, notamment avec le dogme de la White Australia, qui est un dogme de 1901-1973, qui prône une Australie uniquement blanche, avec des jeux de société où on peut apprendre à chasser les non-blancs en famille, hors de l'Australie, ce qui est charmant. Le sucre devait être blanc, le pain devait être blanc, tout devait être blanc. Donc aussi tout un courant culturel. Et ce mot d'indésirable surgit là aussi dans les législations autour et vient dessiner les frontières des législations et des pratiques sur l'immigration de la part des autorités compétente, on va dire. Et ce mot d'indésirable va être... c'est une généalogie transnationale qui se dessine, donc là, on travaille là-dessus, qui va se répandre en Europe, qui va aller aussi en Amérique latine. Et ce mot, on reprend la même forme, indésirable, indésirables, indésirable. On l'utilise, on le retrouve... ma doctorante, Laura Auriol, travaille sur le mot dans l'empire colonial français, en AOF, AEF, Cameroun, Togo. Et on le retrouve aussi dans l'Empire. Donc c'est un mot qui fait florès. On le retrouve, Emmanuel Blanchard l'a retrouvé sur les populations algériennes traitées par le traitement des populations algériennes par la police après la Seconde Guerre mondiale. Adèle Sutre, qui travaille sur les nomades, l'a retrouvé dans les années 60 sur les populations nomades. Bref. Et Magda Boutros, qui le travaille dans une chaire de recherche du défenseur des droits sur l'action policière dans les quartiers aujourd'hui, l'a retrouvé dans les fichiers de police actuels sur les populations de jeunes. Voilà. Donc c'est un mot qui est en fait un mot de gestion publique des populations, d'ingénierie sociale des populations, qui ne va heureusement pas toujours vers le génocide, mais qui a toujours pour objet de désigner des populations et de permettre une action policière, en dehors souvent du cadre réglementaire, très discrétionnaire en tout cas, et de permettre une action de mise physique en dehors d'un territoire donné.
Aujourd'hui, on a une réduction quand la police l'utilise, c'est sur un quartier. Quand on l'utilisait avant la Seconde Guerre mondiale, c'était au niveau national et des frontières nationales. Voilà. Donc c'est intéressant et on peut poser la question jusqu'à aujourd'hui de cette logique éliminatrice, de se poser la question de à quelle phase en est-elle, puisque quand des personnes sont dans un canot sur la Manche et qu'ils appellent les secours parce qu'ils sont en train de couler et que les secours ne viennent pas, qu'ils ne viennent pas parce que ce sont des migrants, on peut se demander si le laisser mourir ne se remet pas doucement en place. Sous une autre forme, plus distanciée, on va dire. On les met pas dans. Un peu, En tout cas, on laisse mourir des gens en mer parce que ce sont des migrants et des indésirables dont on ne veut pas. À ce propos, pour finir, moi j'ai vu le destin de Walter Benjamin, philosophe allemand, qui a été poussé au suicide, je dirais, en septembre 40, parce que ça faisait depuis 1933 qu'il fuyait, et en fait on va dire que c'est vraiment le type d'indésirable de l'époque. Complètement, merci beaucoup de l'évoquer. Effectivement, ce que je vous ai raconté peut paraître un peu froid, c'est une histoire administrative, mais elle est faite parce que je la fais parce qu'elle a eu des effets sur les gens, sur les corps, avec notamment une mise en impuissance terrible. C'est-à-dire que quand vous êtes condamné pour un acte que vous avez commis ou pas, à la limite, vous êtes condamné juridiquement sur quelque chose que vous avez fait, sur un acte, sur le faire. Être persécuté en tant qu'indésirable, c'est être donc sur une identité assignée, c'est être mis dans une position d'impuissance. Qu'est-ce que vous pouvez y faire quand on vous reproche ce que vous êtes ? Rien. Et cette mise en impuissance, elle va souvent avec une impossibilité de travailler, une impossibilité de gagner de l'argent, une impossibilité de construire sa vie. Ce qui est d'autant plus fort quand il s'agit de personnes réfugiées qui ont déjà tout laissé derrière elles. Donc on voit lentement une destruction, et Walter Benjamin l'écrit très bien, Anna Zegers l'écrit très bien, c'est des pages magnifiques. Max Ernst le dessine très bien, cette perte des repères et cette destruction lente de la vie où finalement Walter Benjamin n'ayant pas réussi à franchir la frontière des Pyrénées, il se suicide à Port-Bou. Il y a d'ailleurs une chaire de recherche en ce moment sur lui, et d'ailleurs, il a eu lui-même une réflexion sur l'histoire et tout ce que je vous ai raconté sur le fait d'avoir une analyse structurelle de ces phénomènes et pas seulement conjoncturelle, même si j'ai fait aussi beaucoup de micro-histoire, mais de comprendre en fait les enjeux généraux qui président à tout ça et pourquoi je travaille sur le temps long. Lui-même a écrit sur le concept d'histoire des choses extrêmement importantes et je me permets de le citer. Donc, il dit « La tradition des opprimés nous enseigne que l'état d'exception ». Donc, ce que je vous racontais, l'état d'exception, c'est cette notion de crise, du fait que c'est une exception, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on ne voudrait pas faire, mais on n'a pas le choix. C'est momentané. C'est momentané, c'est une exception à la règle. La tradition des opprimés nous enseigne que l'état d'exception dans lequel nous vivons est la règle. Nous devons parvenir à une conception de l'histoire qui rende compte de cette situation. S'effarer que les événements que nous vivons soient encore possibles au XXe siècle, j'ajouterais XXIe, c'est marquer un étonnement qui n'a rien de philosophique. Un tel étonnement ne mène à aucune connaissance, si ce n'est à comprendre que la conception de l'histoire d'où il découle n'est pas tenable. Walter Benjamin, sur le concept d'histoire, œuvre 3, 1940. Donc il a écrit ça en 1940, juste avant de se suicider. Après, on peut rappeler que c'est quelqu'un qui maîtrisait la langue française. Il a fait beaucoup de traductions de textes français, très prestigieux. Et on comprend mal pourquoi il a été... Personne ne lui est venu en aide. Enfin, c'est assez terrible de voir qu'une personne comme lui, même les autres, mais ont été poussés à l'extrême. Complètement, mais quand on voit aujourd'hui le nombre de personnes brillantes palestiniennes à qui personne ne vient en aide, le nombre de poètes syriens brillants auxquels personne n'est venu en aide, la condition de réfugié fait qu'on perd tout capital symbolique. C'est-à-dire qu'effectivement, il s'agit d'une destruction totale. Il y a un film très, très intéressant qui est une œuvre de fiction sur l'Émile avec Marielle et Noiret. Ouais, voilà. Ouais. Et il y a l'appel qui est fait dans la cour et il y a quelqu'un qui dit moi, je suis Max Ernst. Et le gendarme français fait qui ?
Et juste après, il y a un footballeur très connu, et par contre, lui, il le connaît, donc il va le traiter différemment. Et nous, ça nous fait rire, parce que ce footballeur autrichien, tout le monde l'a oublié aujourd'hui, enfin beaucoup, sauf les fans du foot. Moi, je l'avais oublié, en tout cas. Alors que Max Ernst, tout le monde le connaît. Et du coup, il y a une espèce de... Mais c'est pas normal qu'on traite cette personne comme ça, parce qu'on a une estime. Mais finalement, pourquoi on traiterait le cordonnier d'un côté aussi comme ça? Oui, non, c'est clair. Hein. C'est ça. C'est une vraie question et effectivement, cette question de travailler sur les indésirables et sur cette histoire longue et large, en fait, vient poser des questions structurelles sur, finalement, ces régimes démographiques. Quand les États-nations se mettent en place, donc véritablement au 19e siècle, la constitution véritablement des populations nationales, c'est 19e. C'est là où il y a... toutes les grandes lois de la nationalité, les lois d'immigration, on essaie de définir qui est national, qui est étranger, quels sont les différents statuts, etc. C'est le moment où on vient créer la notion d'indésirable. Parce qu'apparemment, d'après ce que vous avez dit, je pense, c'est chaque État, enfin chaque nation essaye de garder sa pureté, entre guillemets. C'est bien ça? Alors ça dépend de quelle nation, parce que toutes ne sont pas soumises aux mêmes impératifs, mais clairement, les politiques de colonisation anglo-saxonne, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, du Canada et des États-Unis se font dans des logiques de suprémacisme blanc, c'est-à-dire de maintenir une domination, voire une exclusion totale des populations asiatiques, en réduisant les populations autochtones au minimum, pour s'assurer une mainmise culturelle. Au début, ça se fait aussi dans une exclusion des autres nations européennes. Je vous rappelle le sort des Irlandais, notamment aux États-Unis, qui est le plus connu, mais des Italiens aussi, etc. Donc les frontières de la blanchité sont des frontières politiques qui sont toujours mouvantes et redéfinies, qui ne sont pas des critères objectifs de couleur de peau. Mais, et c'est intéressant, toujours dans un glissement entre, d'un côté, ce que je vous ai montré sur la figure de l'indésirable, donc des populations dont on va vouloir se débarrasser, mais aussi la figure du subalterne, des populations qu'on va vouloir exploiter. Et c'est intéressant de ne pas les confondre, même si certaines personnes et certains groupes sociaux peuvent se retrouver à la conjoncture des deux. Pour faire une petite image, pour qu'on comprenne bien, si on prend l'exemple de l'Inde, les intouchables, les Dalits, donc les castes les plus basses, ce sont des subalternes. Ce sont des personnes qui sont exploitées, qui sont mises en minorité sociale. On peut même parler d'exclusion sociale, tellement elles sont interdites de plein de choses. Mais on ne va jamais chercher à les exclure réellement du territoire national indien. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin pour les basses tâches. Par contre, les musulmans en Inde, ce sont les indésirables. Parce qu'on n'en veut pas du tout. Et c'est intéressant de voir que dans les phénomènes de colonisation aux États-Unis, mais aussi en Nouvelle-Zélande, en Australie, etc., on a les mêmes figures qui apparaissent aux États-Unis. La figure du subalterne, ça va être les populations noires. D'accord. Les populations indésirables, ça va être les populations asiatiques. On veut garder les populations noires pour avoir de la main-d'œuvre pas chère. Mais par contre, on ne veut pas des populations asiatiques comme autant de concurrents possibles. Et les réfugiés espagnols, je reviens dessus dans les années 30, c'est intéressant, c'est une figure qui est double. C'est-à-dire que, à part les militants politiques très connus qui vont rester indésirables, les Espagnols, pour beaucoup, vont réussir à sortir des commandements français en se glissant dans l'immigration économique. Certains, malheureusement, vont retourner en Espagne franquiste et connaître des destins très funestes. Mais certains vont réussir à se glisser dans l'immigration économique et passer d'indésirable à subalterne. D'accord. Voyez, et c'est là où c'est intéressant de voir qu'on fait souvent l'histoire de l'immigration selon la frontière entre national et étranger, alors qu'en fait, on pourrait aussi observer les choses selon les personnes indésirables, celles qu'on veut éliminer et celles qu'on veut conserver et celles qu'on veut garder en terrain subalterne. Et quand on parle d'immigration choisie, on parle de subalterne. On parle de subalterne, en fait. D'accord. Voilà, c'est ça qui est important, à mon avis, à comprendre. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour ces explications, de nous avoir éclairé sur ce terme qu'on peut encore croiser de nos jours, malheureusement. Beaucoup. Voilà. Merci beaucoup.